Lorsqu'on travaille avec assembleur x86, il y a plusieurs façons d'imprimer quelque chose dans le terminal, donc de faire par exemple un Hello World. Lorsque je veux imprimer quelque chose, je peux par exemple utiliser un system call, donc passer un registre RAX, RAX, passer une valeur entière qui permet d'après de faire un system call qui fera quelque chose en particulier, comme par exemple lire un input de l'utilisateur ou alors imprimer quelque chose dans le terminal. Ou alors je peux utiliser la fonction printf qui en fait c'est une fonction de C. Donc la plupart du temps, le premier truc qu'on met dans le code, c'est voilà par exemple l'auteur, auteur, avec mon nom, Archibald. Après la date de quand est-ce que ça a été écrit le code, bref ce genre de choses. Mais dans ce cas-là, on n'oublie pas que l'assembleur qu'on utilise c'est x86, d'accord. Donc c'est voilà et x86 avec la syntaxe de GASM. Donc c'est GASM, c'est l'assembleur, pas le langage, mais l'assembleur, le software qui permet d'assembler le langage de GNU. Donc c'est la version open source. Donc si tu as tout le software qui permet de compiler en C, donc en C++, G++, GCC et tout ça, et ben voilà, GASM vient dans le main package. Donc, si tu peux compiler avec G++, avec GCC, normalement tu peux compiler aussi cet assembleur là. Donc c'est vachement sympa, je vais pas trop en parler dans cette vidéo là, mais tu peux compiler du C, du C++ et de l'assembleur directement avec la même commande grâce à ça. C'est-à-dire que si j'ai un gros software qui avec des parties de haut niveau avec C++, des parties d'un peu plus bas niveau avec C, et que je veux avoir des trucs qui permettent de travailler directement en assembleur pour faire certains trucs en particulier, et ben je peux le faire ça directement dans le même projet. C'est très très simple. Si tu veux que je fasse une vidéo sur le thème, tu peux me dire dans les commentaires, je le ferai. Donc on va commencer le code avec global main. Donc lorsqu'on met global, un nom comme ça, et ben ça veut dire qu'on va dire cette fonction là, c'est pas vraiment une fonction, c'est un morceau de code. Ce morceau de code là est accessible de n'importe quel d'autre endroit. C'est-à-dire que si après j'ai un autre dossier, un autre fichier en C ou en C++, je vais pouvoir appeler la fonction main comme si c'était une fonction en C ou en C++, mais en fait c'est un morceau de code en assembleur. C'est pas vraiment une fonction. Voilà. Donc là par exemple, on va juste avoir main, mais tu pourrais mettre global, je sais pas, par exemple hello, qui va imprimer hello par exemple. Tu peux mettre toutes les fonctions entre guillemets en assembleur que tu veux pouvoir appeler de l'extérieur, donc qu'elles soient publiques, tu mets un global, point global et le nom de la fonction. Donc un truc qui est important, c'est lorsqu'on travaille en assembleur, il y a deux parties principales de ton code. Il y a le texte, point texte, et le point data. Donc tout ce qui est en dessous, je vais diminuer un petit peu le terminal, je vais peut-être zoomer un petit peu pour que ça soit mieux. Apparence, zoom in pour que ça soit mieux, voilà. Donc toute la partie du code qui est en dessous de point texte, c'est le programme qui va s'exécuter. C'est-à-dire que c'est vraiment la partie exécutable du code. Et toute la partie qui est en dessous de point data, c'est toute la partie qui ne va pas s'exécuter, mais c'est tout le data. Donc si tu as des strings, si tu as des variables ou des constantes globales, eh ben, ça sera là que tu l'utiliseras. Ce sera là qu'on aura le string, donc le array de caractères, ça sera dans le data qui sera. Donc texte, on va voir justement main. Donc main, ça sera, tu vois, qui change un peu de couleur. C'est un morceau de code. C'est-à-dire que là, j'ai main après tout mon code en assembleur. Et je pourrais en avoir un autre après qui sera par exemple, je sais pas, par exemple hello, fonction. Et tu peux voir qu'en fait, dans un seul fichier S, de la même façon que dans un fichier C ou dans un fichier dans un document C++, je peux avoir plusieurs fonctions que je pourrais appeler l'extérieur, comme ça je peux avoir une sorte de librairie qui travaille directement comme ça. Mais pour chacune de ces fonctions là que tu veux appeler de l'extérieur, il ne faut pas oublier de mettre global et le nom de la fonction. Dans ce cas-là, on aura juste main. Pour ça, on va directement mettre dans data on pourrait appeler ça une variable, c'est pas vraiment une variable, on va appeler ça message.ascii pour dire que ça sera de l'ASCII. Donc si tu connais probablement ASCII, ASCII c'est un format, c'est pour écrire la plupart des caractères qu'on utilise avec un format numérique. Donc ça veut dire que un char, on appelle ça un char, c'est un byte, donc 8 bits, qui va suivant comment est-ce que c'est à l'intérieur, voilà.
0,0000000000001, tout ce genre de choses, et ben ça représentera un caractère, un char en particulier. Parce que lorsqu'on travaille avec des strings, et ben en fait c'est rien d'autre qu'un array de chars. C'est-à-dire que on a X quantité de caractères qui sont alignés dans un ordre bien précis qui représente donc un string. Et là on va dire hello world et on va mettre \n. Ça veut dire new line. Donc la partie data est prête. Maintenant on va commencer à écrire le code de main. On va utiliser l'instruction Lea. L'instruction Lea, ça veut dire load effective address, qui permet de charger dans un registre l'adresse de mémoire. Dans ce cas, l'adresse de mémoire qu'on veut charger, c'est celle de message. Pour ça, on va faire message entre parenthèses pourcentage registre de RIP, ok, et là pourcentage RDI. Donc basiquement ça veut dire qu'on va enregistrer l'adresse de mémoire de message dans le registre RDI. Les registres, c'est des petits morceaux de mémoire, et vraiment des petits morceaux de mémoire, c'est 64 bits, voilà. C'est vraiment pas grand. Et le CPU, il en a X quantité, donc ça va dépendre de l'architecture de ton CPU. C'est-à-dire que tu vas avoir RAX, RBX, RDI, RCI, RSI, RIP, base pointer, enfin bref, tu en as X quantité et que en fait, tu n'as pas de variable, tu n'as pas de constante en assembleur, tu as des registres et donc tu peux mettre voilà, des valeurs comme ça dans tes registres. Donc c'est un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que tu as une quantité finie de registres. Après évidemment, tu peux utiliser le stack et le stack c'est une mémoire beaucoup plus grande donc tu pourras faire push-pop relativement facilement. Je ne vais pas parler du stack aujourd'hui, mais si tu veux que je fasse une vidéo sur le stack et j'explique en assembleur comment utiliser ça, dis-moi dans les commentaires. Une convention lorsqu'on travaille en assembleur x86, c'est que les paramètres des fonctions se passent dans les registres RDI, RSI, RDX, RCX et RBX. Et après, je crois que c'est RBP, le base pointer. Et si tu as plus de 6 paramètres dans ta fonction, il faut les passer par le stack. Donc voilà, faire push, push, pop, tout ça avec le stack. Mais bon, comme on dit, si tu as plus de 6 paramètres dans ta fonction, c'est quand même, voilà, il y a quand même un problème. C'est 6 paramètres, c'est déjà vraiment beaucoup. Mais bon, après, ça dépend de l'architecture de ton code. Et donc, vu cette convention-là, le premier paramètre, on le met dans RDI. Et bien alors là, on le met dans RDI. Parce que plus tard, on va appeler la fonction call printf. Printf. Et le premier paramètre de printf, c'est quoi? C'est ça. Donc, c'est ce message-là. Donc, voilà, il faut passer ce message-là dans RDI, parce que RDI, c'est le registre du premier paramètre. Mais avant de faire ça, il faut faire XOR RAX. Donc ça veut dire qu'on va utiliser la porte logique XOR. Donc il y a la porte logique AND, NOT, OR et XOR. Et dans ce cas-là, il faut mettre la porte logique XOR entre le même registre. En fait, ça n'importe pas vraiment tant que c'est pas RDI. Tu peux prendre à peu près n'importe lequel et que c'est pas le stack pointer, ce genre de choses. Il faut faire attention avec ces pointeurs-là. Mais par exemple, voilà, on va utiliser par exemple RAX et on va dire, est-ce que ça, enfin, quel est le résultat de XOR dans ce cas-là? Ben, c'est 0 parce que est-ce que ceux-là ils sont différents l'un de l'autre? Non, ils sont forcément les mêmes. Donc voilà. Ça permet de changer des flags parce que en plus d'avoir des registres en assembleur, on a des flags qui permettent de savoir comment fonctionne l'état du code. Donc est-ce que la dernière opération a bien fonctionné? Quel était le résultat de la dernière opération? Tout ce genre de choses. On a des flags. On peut changer manuellement la valeur des flags, si tu peux forcer, ou alors tu peux utiliser ce genre d'opération-là. Lorsqu'on appelle des fonctions, de temps en temps on a besoin de set, donc on a besoin de mettre un état en particulier dans un flag, et la meilleure façon pour faire ça, c'est de faire XOR avec un registre pour mettre justement forcer la valeur du flag, donc du drapeau d'être comme on veut. Tout genre de choses, toutes ces conventions pour appeler les fonctions, tu peux les trouver très facilement dans la documentation. Mais voilà, ça c'est très important. Normalement, une fois qu'on fait ça, on peut compiler. Pour compiler, on utilise gcc hello.s. Mais le problème, c'est que en assembleur, on a besoin de dire lorsque le code termine. On ne peut pas laisser le code juste comme ça après parce qu'il continue d'exécuter. C'est-à-dire que il est là, il a la ligne 9, après avoir terminé d'imprimer, il va continuer d'exécuter tout ce qui est après
Donc là, c'est la data, il ne va pas pouvoir l'exécuter. Mais voilà, il ne faut pas faire ça. Lorsqu'on travaille en assembleur, il faut dire explicitement à la machine, ce programme s'arrête. Voilà, cette subroutine est finie. Donc pour faire ça, on va utiliser un system call, donc comme ce que j'avais dit qu'on pouvait imprimer avec le system call. Dans ce cas-là, on n'imprime pas avec le system call, mais on pourrait. Mais pour terminer le code, voilà, finir, il faut faire un system call. Donc là maintenant, on va faire le system call pour terminer le programme. Pour ça, on va utiliser l'instruction move. Move, ça permet de bouger une valeur hardcoded dans un registre ou alors dans une adresse de mémoire, ou alors par exemple un registre, un autre registre, bref, tout genre de choses. Pour faire ça, je mets le symbole de dollar et 60. 60, c'est parce que c'est le symbole, enfin c'est l'entier qu'il faut pour faire le exit, pour terminer le programme. Mais suivant ce que tu veux faire, suivant le système call que tu veux faire, eh ben, il faut choisir l'entier dans ce cas-là. Mais dans ce cas-là, c'est 60. Je move, donc je bouge 60 dans le registre RAX, parce que le registre RAX, c'est le registre dans lequel il faut mettre le numéro qu'on veut, de lequel on veut exécuter le system call. Maintenant, on va faire XOR avec un registre, par exemple le RDI par exemple, pourcentage RDI, parce que encore une fois, comme là on appelle une fonction, on a besoin la plupart du temps, voilà, on a besoin de changer les flags, donc on fait ça pour mettre les flags correctement. Et là maintenant, on va faire system call, donc syscall. Donc on résume le programme. Là, on dit le morceau de code main est global, c'est-à-dire qu'on peut l'appeler depuis l'extérieur, c'est un morceau de code qui est public. Ça, c'est la partie texte, donc c'est la partie du code qui s'exécute. Là, on a donc le code commence par là, parce que c'est la première partie du code, donc on lit de haut en bas. On fait load effective address de message, on le met dans RDI. RDI, c'est le premier paramètre de la fonction. Lorsqu'on fait XOR deux registres, le même registre, pour mettre les flags correctement, et on appelle printf. Et printf a comme premier paramètre RDI, donc il va imprimer RDI. Une fois qu'on a imprimé, on va mettre 60 dans le registre RAX. On fait XOR entre RDI et RDI pour pareil, même façon que là, pour changer les flags. Et après on fait le system call. Le system call avec RAX égale 60, c'est le system call pour terminer le programme, pour arrêter la routine. Et après là on a en bas la partie data qui ne s'exécute pas parce que c'est read only. On n'exécute pas cette partie, on peut que lire, on lit, on n'exécute pas. Donc, normalement le code devrait fonctionner, c'est un code vraiment basique. Je vais faire gcc hello.s. Tu vois que ça se compile sans erreur. Attends, je vais supprimer celui-là. .out. Je vais le recompiler. Tu vois que ça s'exécute sans aucun problème. Donc là je suis dans WSL, donc c'est-à-dire que je suis en Windows Subsystem Linux, donc c'est-à-dire que je suis dans Windows, mais ce terminal-là est Linux, c'est une sorte de machine virtuelle. Donc il faut faire // pour exécuter un code, a.out, enter, hello world, parfait. Donc on a fait un hello world qui fonctionne, donc on peut directement imprimer dans le terminal. Suivant l'architecture de ton CPU, ça peut changer, il peut y avoir certaines choses qui changent. C'est-à-dire que moi j'ai un CPU en 64 bits, mais si ton CPU c'est par exemple un 32, eh ben tu ne pourras pas utiliser les registres qui recommencent avec R, parce que lorsqu'un registre commence avec R, ça veut dire que c'est des registres de 64 bits. Si ta machine c'est une machine 32, mais c'est une machine x86, il faudra mettre EAX, EDI, tout ce genre de choses. Mais bon, moi j'ai une machine 64 bits, donc je mets avec le R. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. Donc aujourd'hui c'était vraiment une vidéo pour faire un petit Hello World, un programme basique pour voir si ton environnement de développement en assembleur fonctionne. N'oublie pas de me laisser un petit j'aime, de t'abonner à la chaîne, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, salut!